La première partie, Terre, eau et homme, nous a montré que le problème de l'accès à l'eau pour la maison n'est pas un problème de ressources. C'est un problème d'infrastructure et de gestion. C'est donc un problème de mobilisation des États et des peuples. Les Nations Unies ont fait de ce problème un objectif pour l'humanité il y a maintenant plus de 20 ans. Or, les progrès sont très lents. Pourquoi les progrès sont-ils très lents? C'est ce que je voudrais développer avec vous maintenant. Je voudrais commencer cette deuxième partie par une anecdote vécue par moi dans une ville de Colombie, une ville très pauvre de la côte ouest du pays, une ville qui a ses bidonvilles et les bidonvilles des bidonvilles. Ce sont ceux qui sont construits sur pilotis, là où les habitants peuvent avoir encore un petit chez soi quand ils ne peuvent même pas l'avoir à terre. J'étais dans cette ville pour étudier la possibilité d'amener l'eau, et notamment à ce quartier, où pour l'instant il n'y a pas de service d'eau et les habitants vivent dans des conditions très insalubres. Je faisais la visite de ce quartier très pauvre avec une dame remarquable, animatrice du quartier. Et à la fin de la visite, les yeux pleins d'espoir, elle me regarde en disant: Alors, on va pouvoir avoir l'eau à la maison? Je lui réponds: Oui, je pense que oui. Mais vous, il faudra que vous ayez les moyens d'entretenir et de gérer le service. Et ça veut donc dire de réunir, par la facturation du service, les montants nécessaires pour assurer qu'il soit durable, le renouvellement, le fonctionnement. Elle me demande alors: Mais ça va nous coûter combien? J'avais évalué cela et je lui dis: En gros, 15 000 pesos par famille et par mois. 15 000 pesos, à l'époque, c'était à peu près 7 dollars américains. Là, ses yeux s'assombrissent. Elle me dit: Ah, on n'y arrivera jamais. On est trop pauvre. Je lui demande alors: Mais 500 pesos par jour, est-ce que ça irait? Là, elle me regarde avec un sourire. Elle me dit: Ah, ça serait formidable. Ah oui, on pourrait aujourd'hui, tout le monde dépense beaucoup plus que ça. Ce jour-là, j'ai compris que la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement n'était en rien d'abord une question technique ou d'abord une question économique ou d'abord une question de pauvreté, mais était beaucoup plus complexe que cela. Les Nations Unies ont identifié cette question comme étant primordiale pour le développement humain et s'en sont fixé un objectif. Les Nations Unies ont défini en 2015 des objectifs à l'horizon 2030 appelés objectifs du développement durable au nombre de 17 dans un grand nombre de champs du développement humain, la santé, l'alimentation, l'éducation. Et parmi ces 17 objectifs, l'un des objectifs principaux, l'objectif numéro 6, concerne l'eau et l'assainissement. Avant, ces objectifs de développement durable, qu'on appelle ODD, avaient été définis en l'an 2000, des objectifs pour l'année 2015 qu'on appelait objectifs du millénaire pour le développement, qui, eux, ne comportaient pas d'objectifs principal lié à l'eau et à l'assainissement. C'était que des objectifs secondaires. En ce sens, on peut dire qu'on a progressé, c'est-à-dire que la prise de conscience et la mobilisation est meilleure qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années, mais rendez-vous compte qu'en 2000, ça n'était pas un objectif de premier niveau. Quant à l'eau potable, l'ambition fixée dans l'objectif numéro 6, c'est d'assurer d'ici à 2030 l'accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable. On peut comprendre donc de l'eau potable pour tous sur Terre. Mais cette ambition est trompeuse, et particulièrement pour nous qui vivons dans les pays développés. D'abord parce que le sens donné ici à eau potable ne signifie pas eau à domicile.
on peut avoir à marcher 500 mètres avec des seaux qu'on ramènera chez soi. Dans la définition donnée par les Nations Unies, c'est un accès à l'eau potable. Et le terme eau potable lui-même n'a pas le même sens que celui que nous lui donnons chez nous, c'est-à-dire qu'il n'est pas exigé que cette eau respecte les normes qui sont exigées par l'Organisation mondiale de la santé et que l'on exige chez nous en France. Il suffit que l'eau soit jugée comme étant gérée de manière sûre. Et c'est bien vague. Pour l'assainissement, la formulation des objectifs est à peu près de même nature. Formulation trompeuse également parce qu'on n'y arrivera pas. Les progrès entre 2000 et 2017 ont été très lents pour l'eau potable comme pour l'assainissement et rien ne montre que l'on soit en train d'accélérer. Vous avez sur ce graphique le prolongement des tendances actuelles pour l'eau comme pour l'assainissement en matière d'accès à l'eau potable et vous constaterez que pour l'eau potable, ce n'est pas en 2030 qu'on atteindrait l'accès universel défini par l'ONU, avec ce sens réduit que j'ai souligné tout à l'heure, mais plutôt 35 ou 40 ans plus tard. Et pour ce qui est de l'accès à un système d'assainissement géré de manière sûre, c'est plutôt au début du siècle prochain, après 2100. J'ajoute ici, pour le cas où vous ne le sauriez pas, que l'accès à l'assainissement, ça ne signifie pas des toilettes et des chasses d'eau à la maison, mais ça veut dire des latrines et un dispositif de lavage des mains. Faut-il souligner que le dispositif de lavage des mains, dans les objectifs, est un gros progrès, parce que la question de l'hygiène n'était pas abordée du tout dans les objectifs précédents. Autrement dit, le lavage des mains n'était pas un objectif. Les progrès sont donc très lents et la difficulté pour atteindre l'objectif d'accès universel à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène est augmentée par la croissance démographique, aggravée par cette croissance très rapide et la croissance de l'urbanisation. Vous voyez qu'entre 1990 et 2020, la population mondiale a augmenté de 2,5 milliards d'habitants, dont l'essentiel, 2,1 milliards, est une population urbaine. Et cette urbanisation est mal maîtrisée. On assiste donc à une explosion des bidonvilles. Dans ces mêmes 30 années, la population des bidonvilles a augmenté de 2,1 milliards d'habitants. 70 millions d'habitants de bidonvilles en plus chaque année. Vous voyez sur cette photo d'un type d'habitat de bidonville combien il est difficile d'imaginer des infrastructures durables dans un habitat de cette nature, combien il est difficile d'imaginer la gestion de ces services complexes dans ces situations, et combien socialement il est difficile de rendre ce service aux habitants. Prenons le cas de l'Afrique, qui connaît la croissance démographique la plus élevée au monde, et qui sera, à la fin du siècle, le continent le plus peuplé que l'Asie. C'est vertigineux. Et qui connaît également une urbanisation très rapide et donc une croissance et une explosion des bidonvilles. Vous voyez sur cette carte les pays qui apparaissent dans cette couleur la plus sombre, ce sont des pays dont la population urbaine aujourd'hui est à plus de 70% une population de bidonvilles. Les pays qui sont dans la couleur un peu moins sombre sont à plus de 40% de bidonvilles. C'est évidemment extrêmement difficile à suivre en matière d'infrastructure. Dans la plupart de ces bidonvilles, les populations n'ont donc pas accès à un service public de l'eau et moins encore de l'assainissement. Mais ils ont accès à l'eau tout de même, sinon ils ne vivraient pas. Et le service peut ressembler à ce qu'illustre cette photo avec ces porteurs d'eau qui distribuent l'eau en parcourant la ville et auxquels les habitants achètent l'eau par petites quantités. On va ici rappeler qu'en 1830, à Paris, la profession la plus représentée, c'était aussi la profession de porteur d'eau. Mais on l'a oublié. Le service de l'eau peut aussi représenter à ce qu'illustre l'une de ces photos prises sur les différents continents, Afrique, Asie, Amérique du Sud. Et bien sûr, l'eau distribuée ainsi
n'est pas contrôlée, ni à la source et ni dans les bidons, c'est-à-dire que les bidons ne sont jamais vérifiés ni désinfectés, et l'eau est peu salubre. Vous n'en boiriez certainement pas. Cette forme d'injustice qui fait que ces populations pauvres des bidonvilles sont contraints d'acheter une eau de mauvaise qualité, ajoutez qu'ils la payent 10 à 15 fois plus cher que ceux qui habitent la partie de la ville où il y a des réseaux. C'est la fracture de l'eau. Il se trouve que dans ces pays-là, si l'on veut une formule un petit peu choc, on dira que plus on est riche, plus on a accès aux services publics de l'eau, plus on a de l'eau chez soi, et moins on la paye cher. Dans les villes, la course-poursuite entre la croissance démographique et le développement des infrastructures publiques pour l'eau est donc en passe d'être perdue. Il y a aujourd'hui plus d'habitants sans accès à l'eau à domicile qu'il n'y en avait dans les années 90, il y a 30 ans. Il y a bien sûr aussi plus d'habitants qui ont un robinet à domicile qu'il y a 30 ans, mais la croissance de la population totale est plus rapide que la croissance de la population avec un branchement. Les progrès sont trop lents, beaucoup trop lents. L'ambition d'accès universel à l'eau potable affichée par les objectifs de développement durable est donc très trompeuse. Mais que dire de l'assainissement? Vous voyez cette photo qui montre des latrines au Nigeria, à Port Harcourt. C'est une photo prise il y a quelques années avec un compartiment homme, un compartiment femme. Eh bien, ces latrines étaient considérées dans les objectifs de développement durable qui couraient jusqu'à 2015 comme étant acceptables. Je ne pense pas qu'elles le seraient pour nous. Eh bien, aujourd'hui, 4 milliards 200 millions d'habitants n'ont pas accès même à ce niveau de service en matière d'assainissement. Les progrès sont donc très très lents. Et c'est très paradoxal. Parce que non seulement l'accès à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène est une évidence sociale, parce qu'on a tous envie de dire que chaque être humain a droit à cette dignité, mais c'est aussi une évidence économique. Ce graphique montre différentes hypothèses d'accès à l'eau et ou l'assainissement. Je ne vais pas détailler les hypothèses, mais il montre le ratio bénéfice sur coût dans chacune des hypothèses. Et vous constaterez que quel que soit le cas retenu, le ratio bénéfice sur coût varie entre 3 et 10. Investir pour l'eau et pour l'assainissement est donc très rentable. Et l'intérêt économique qui va avec cet investissement devrait mobiliser toutes les énergies publiques, privées et sociales. Et j'appelle ici énergie sociale la mobilisation populaire pour que la pression soit exercée sur les dirigeants afin de développer ces services. La réalité observée est que la question de l'eau et de l'assainissement apparaît très peu prioritaire auprès des gouvernants des pays. On le voit en examinant la composition de leur budget. Ce graphique date un peu, mais les choses restent très semblables aujourd'hui. Les budgets militaires sont de loin les plus élevés, mais on voit que le budget de l'eau est très très faible, y compris beaucoup plus faible que le budget de la santé, alors que l'effet sur la santé de l'investissement dans l'eau et l'assainissement est bien supérieur à l'effet des dépenses de santé elles-mêmes, qui sont du curatif et non du préventif. Question non prioritaire et budget très insuffisant. Les Nations Unies, dans leur rapport de 2017 sur le suivi des objectifs de développement durable, écrivent que 80% des pays déclarent consacrer des budgets insuffisants pour atteindre leurs objectifs. Et plus grave encore, 50% des pays déclarent que les tarifs appliqués pour les services existants sont insuffisants pour assurer la seule exploitation et maintenance de ces services. Autrement dit, on est sur le chemin d'une dégradation des services existants et pas du tout d'une extension pour atteindre les populations qui n'ont pas de services.
Alors, pourquoi ce paradoxe? On entend trois types de raisons. Défaut de gouvernance, corruption, poids des investissements, très lourd pour des pays pauvres, et pauvreté des habitants eux-mêmes qui ne pourraient pas se payer ce service dans leur budget familial. Alors ces arguments existent, c'est certain, et ils pèsent sur le développement de l'accès à l'eau, mais aucun n'est explicatif. Défaut de gouvernance, je vous cite le cas du Cambodge, avec la Régie des eaux de Phnom Penh, qui est l'une des sociétés d'eau les plus performantes au monde, qui dessert les 2 millions d'habitants de l'agglomération avec une eau de très bonne qualité, 24 heures sur 24, à un prix bas, qui permet à tous d'avoir accès aux services. Or, le Cambodge est l'un des pays les plus mal classés par Transparency International. Il ne brille donc pas par sa gouvernance. Ça ne peut pas être la bonne raison. Le poids des investissements. Je vous cite ici le Burkina Faso, le Sénégal, entre autres, qui sont deux pays assez exemplaires en matière de développement des infrastructures urbaines d'eau potable et qui pourtant sont des pays pauvres, très pauvres, et pour le Burkina Faso en plus très défavorisé pour ce qui est des ressources en eau. Ça ne peut donc pas non plus être l'argument. Quant à la pauvreté des habitants, je vous renvoie au développement fulgurant de la téléphonie mobile. En Afrique, en l'an 2000, il n'y avait quasiment aucun téléphone portable. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de téléphones portables que de branchements d'eau. On atteint un taux de pénétration de près des 3/4, voire davantage. Or, le prix de ce service, ça signifie l'achat d'un appareil et le paiement des communications. Et in fine, cela revient plus cher, nettement plus cher, que l'accès à l'eau via des infrastructures publiques quand celles-ci existent. Ça n'est donc pas non plus l'argument. En fait, ces trois raisons sont la partie émergée d'un iceberg. C'est pour ça qu'on en parle, on la voit bien, mais elles ne permettent pas de comprendre. Les raisons profondes sont ailleurs. Quelles sont donc ces raisons profondes, ces raisons véritables? La plus importante, c'est la très grande complexité du sujet. On l'a vu, investir dans les services de l'eau et de l'assainissement présente une rentabilité très forte. Mais d'une part, cette rentabilité n'est pas pour l'investisseur ni pour l'opérateur du service. Et d'autre part, plus insidieux, elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible pour l'autorité publique, elle n'est pas non plus visible pour les bénéficiaires. Pas visible parce qu'on a du mal à faire le lien entre les bénéfices reçus et la cause qui est l'accès à l'eau. Parce que ces bénéfices, c'est d'une part des gains sur la santé des habitants qui vont leur permettre de travailler davantage et donc d'enrichir le pays et puis de s'enrichir eux-mêmes. Parce que ces bénéfices, c'est aussi du gain de temps qui permet par exemple aux enfants d'aller à l'école et donc au pays de s'éduquer. Et parce que ces bénéfices, c'est également la possibilité de développer des services, des commerces, des activités économiques qui ne pourraient pas naître sans l'accès à l'eau. Et comme cette rentabilité est très peu visible pour les bénéficiaires, la demande populaire à ce sujet est faible. Elle est très faible comparée à d'autres demandes. Les populations se contentent d'avoir des solutions alternatives. On les a vus manifester pour le prix du pain, pour l'accès à des stades de foot. On ne les voit pas manifester pour l'accès à l'eau par le service public. Et quand on les voit manifester à ce sujet, c'est plutôt contre. Ils manifesteront parce que le prix de l'eau est trop élevé. C'est donc très peu rentable politiquement d'investir dans l'eau et dans l'assainissement. Pas rentable parce qu'on risque plutôt des oppositions populaires à cause du prix de l'eau, et pas rentable non plus parce que le décalage dans le temps et l'invisibilité des bénéfices par rapport à la cause fait qu'on ne travaille pas pour soi, on travaille pour ses successeurs, et que c'est rarement le cas qu'un homme politique décide de sa politique pour le bien de ses successeurs. La très grande complexité est donc politique et sociale. Elle n'est pas
d'abord techniques ou d'abord économiques. Les causes sont donc davantage liées aux acteurs qu'aux moyens. Acteurs publics parce qu'ils n'ont pas la perception stratégique de l'intérêt d'un investissement dans l'eau et dans l'assainissement. Ils ont donc d'autres priorités. Et puis ils n'ont pas de motivation électorale, comme on l'a vu précédemment. Alors quand ils montreront de l'intérêt pour l'eau et l'assainissement, ce sera souvent de l'intérêt de court terme et plutôt avec motivation électorale, une préoccupation de façade, la veille d'élection. Acteurs privés également, à cause du temps de retour très long, c'est un pas de temps long qui caractérise le service de l'eau et de l'assainissement. Et ce temps de retour n'est pas motivant pour des acteurs privés. Et puis également, le capital institutionnel est généralement peu développé dans les pays en développement. Ce capital institutionnel, c'est la faculté qu'ont les différents corps à travailler ensemble, à se faire confiance. D'une part les entreprises, les banques, l'État, les communautés. Or, il faut être plusieurs parties pour travailler à l'accès à l'eau et à l'assainissement, et si ce capital institutionnel est peu développé, il est difficile de les faire travailler ensemble. Il n'y a donc pas de conditions pour qu'un écotop viable soit créé. Écotop voulant dire ici un milieu économique. Et bien, au terme de cette deuxième partie, je voudrais vous avoir convaincu que la question de l'accès à l'eau pour la maison n'est pas une question insurmontable. Tout le monde sur Terre devrait pouvoir avoir de l'eau à la maison par un robinet. Si nous n'y sommes pas, ça n'est pas pour des raisons financières, ça n'est pas pour des causes de pauvreté, ça n'est pas pour des raisons techniques non plus, c'est par défaut de prise de conscience et de mobilisation des gouvernants et des peuples. Cela relève presque du scandale que l'on n'ait pas ces services pour tous les habitants de la planète. Alors j'espère que vous pourrez à votre tour en être des porte-parole pour faire progresser le sujet. Et quant à moi, je vous remercie et vous donne rendez-vous pour la troisième partie de l'exposé qui vous parlera d'Aqua Orbi et de son action sur le terrain en application des principes développés ici.